Il y a des choses que font les animaux, les végétaux, dont les humains sont complètement incapables. Et puis bien sûr, l'être humain, il possède toutes ces facultés, mais il les a souvent oubliées parce qu'il est tellement génial qu'il a fabriqué des outils formidables qui ont rendu caduques ces facultés naturelles. Pourquoi faire de la télépathie quand vous avez inventé le téléphone? Sauf que des peuples premiers qui n'ont jamais eu de téléphone continuent à faire fonctionner la télépathie d'une manière naturelle. Tout ça est inscrit dans nos gènes, dans notre potentiel, dans notre patrimoine. C'est infiniment plus réjouissant, stimulant sur le plan spirituel et humain que les prouesses de l'IA. C'est une autre manière, si vous voulez, ce type de miracle, d'utiliser la science pour comprendre l'impossible et pas uniquement pour le combattre. Bonjour Didier Van Kovelaert. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes écrivain, lauréat du prix Goncourt en 1994 et vous venez de publier un nouveau livre intitulé L'intelligence naturelle, quand le génie du vivant surpasse l'IA chez Fayard. Un ouvrage dans lequel vous alertez sur la séduction exercée par l'intelligence artificielle tout en réhabilitant l'intelligence biologique ou naturelle sous ses différentes formes, une intelligence dont vous considérez d'ailleurs qu'elle est à bien des égards supérieure à l'intelligence artificielle. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre, qu'est-ce qui a fait naître cet ouvrage? C'est toujours un état d'urgence qui m'amène à l'écriture, que ce soit dans le roman, avec des personnages, des situations qui vraiment s'emparent de moi et ne me laissent pas tranquille jusqu'au moment où je les couche sur le papier pour les faire partager. Et puis, voilà, les évolutions de la société, quelque chose qui au fil des dernières années commençait vraiment à me mettre mal à l'aise, c'est cette fascination morbide vis-à-vis de l'IA. C'est-à-dire d'un côté on dit c'est extraordinaire, ça a dépassé l'intelligence humaine, l'an prochain, alors d'année en année on repousse l'échéance, et finalement ça y est, les plus grands experts disent nous n'atteindrons jamais l'intelligence artificielle générale, comme ils disent, parce que voilà, tous ces modèles se cassent la gueule, on y reviendra. Mais à la fois cette fascination des prouesses, de l'exploit, de la rapidité, et puis ce côté, cette jubilation anxiogène, c'est-à-dire évidemment ça va détruire tous les emplois, il y aura plus que les programmateurs d'IA qui auront du boulot en gros, et puis ça va prendre des décisions toute seule, donc ça pourrait très bien envoyer une bombe atomique sans décision humaine, etc. Donc et c'est souvent les mêmes représentants de commerce, il y en a quelques-uns parmi les écrivains qui ont publié dessus, qui à la fois chantent les louanges et sonnent l'alarme. Je me dis, c'est quoi exactement ce discours? D'abord, ça repose sur quoi? Quelle est la part d'efficacité réelle, d'infaillibilité supposée de l'IA? Et puis ensuite, cette IA qui prétend rendre notre intelligence naturelle, c'est-à-dire celle dont nous procédons, nous humains, qui a commencé il y a 4 milliards d'années avec les bactéries, lorsqu'elles ont ouvert le grand chantier de la vie. Alors ça, tout ce qui provient de là, c'est-à-dire cette intelligence qui est cheminée dans le végétal, dans l'animal, et dans l'humain, sauf quand l'être humain se met à régresser, car on le verra au niveau de toutes ces intelligences, et j'entends vraiment intelligence dans le sens étymologique, c'est-à-dire les verbes latins legere et ligare, à comprendre en assemblant. Donc mettre en évidence les liens existants et en créer de nouveaux. C'est ça l'intelligence. C'est pas la traduction d'artificial intelligence, ou intelligence, ça veut dire c'est du renseignement, voire de l'espionnage, confère intelligence service ou central investigation, c'est central intelligence. Mais vous parlez d'ailleurs d'une intelligence connectante dans le livre qui est remplacée petit à petit par des objets connectés. Voilà, puisque nous sommes, notre cerveau, notre conscience est là pour connecter. Mais elle prend juste la succession de ce que font les végétaux, de ce que font les animaux, au niveau de l'assemblage des informations, de leur traitement et des réactions
qui sont décidées en connaissance de cause. Donc, on n'a pas attendu, enfin, l'intelligence n'a pas attendu notre cerveau pour fonctionner, puisque les végétaux n'ont pas de cerveau au sens unité de contrôle, de commandement, de tour de contrôle comme nous. Mais c'est comme si chaque feuille, chaque branche était un cerveau. Les abeilles, par exemple, sont chaque abeille ouvrière est comme c'est comme des neurones d'une unité centrale qui serait le cerveau de la ruche. Donc tous ces modèles, si vous voulez, vraiment d'intelligence, longtemps les... C'est-à-dire que l'intelligence n'est pas le propre de l'homme, en fait. Oui, alors ce mot d'intelligence adapté aux végétaux ou aux animaux a longtemps freiné les scientifiques. Je me souviens de la réaction de Francis Halley, notamment, grand botaniste, qui longtemps a freiné devant ce terme-là qu'employait son collègue Jean-Marie Pelt, par exemple, en connaissance de cause, sans gêne. Et puis un jour, Francis Halley a fini par écrire dans un article, finalement, j'ai eu tort parce que, en fait, qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est avoir simplement un comportement intelligent. Or, les arbres ont un comportement intelligent quand, par exemple, ils ressentent une attaque excessive de prédateurs, par exemple des chenilles qui mangent leurs feuilles en dépassant le seuil de tolérance. Aussitôt, cette information est envoyée par toutes les feuilles attaquées, elle est traitée dans son ensemble et la réaction est immédiate. C'est-à-dire que l'arbre modifie la composition de ses tanins pour se rendre toxique. Et toxique de manière différente s'il s'agit de chenilles ou de punaises, c'est-à-dire c'est vraiment un poison dédié. Et là où ça va encore plus loin que l'intelligence défensive, c'est qu'au même moment, il prévient les arbres, tous les végétaux voisins, pas seulement ceux de son espèce, de cette agression. Comment on le sait? Alors il prévient par des composés volatiles, par les racines, à travers la complicité des filaments de champignons, et par des ondes électromagnétiques. Alors comment on le sait? C'est qu'on a simplement mesuré, analysé la composition des arbres voisins qui n'avaient pas été encore attaqués par les chenilles et qui avaient déjà modifié la composition de leurs feuilles pour se rendre toxiques à titre préventif. Donc, information reçue par les autres arbres dans une démarche solidaire, employant un mot issu de l'anthropomorphisme, mais c'est bien de ça dont il s'agit, et traitement de cette information et action aussitôt. Donc, le genre de comportement qui fait dire à Francis Halley, bah oui, arrêtons de nous masquer pudiquement les yeux. Oui, les végétaux sont intelligents. En plus, ils communiquent de manière télépathique avec l'humain aussi. Ça, c'est le génial Cliff Baxter qui a mis ça en évidence. Cet agent de la CIA qui est inventeur d'un détecteur de mensonges fondé sur les variations de la pression sanguine. Et qui un jour s'est dit, la circulation de la sève, la circulation sanguine, il y a trop de parenté pour qu'il n'y ait pas des réactions mesurables. Donc lui qui mesurait tout, met des électrodes sur une plante verte, et puis relié à des écrans, et mesure l'activité électrique face au stress, par exemple. Alors d'abord face au contentement, en arrosant la plante, vous voyez, il y a une réaction de contentement, c'est-à-dire assez régulière. Couper une feuille, ou la tremper dans une tasse de café chaud, là, il y a une réaction désagréable, un pic. Et là, Joe Baxter se dit, oui, mais enfin, ces pics c'est pas très significatif, il faudrait que j'arrive à stresser davantage la plante pour vraiment mesurer. Je vais mettre le feu à une feuille. Et là, sur l'écran, il y a un pic gigantesque. Et il dit, c'est pas possible, je n'ai rien fait. La plante a lu dans mes pensées. Elle a capté mon image mentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, il est prudent, il est sceptique, c'est un scientifique. Il attend le retour de son assistant. Et oui, d'abord, il a refait l'expérience, mais ça marchait moins bien, comme si la plante s'était habituée. Et quand son assistant revient, il lui dit j'ai une idée, si je mettais, pour voir ses réactions, si je mettais le feu à la plante. Et là, même pic, comme si c'était la première personne qui pensait à cela, qui vraiment inquiétait la plante. Alors, on est dans le domaine de l'interprétation, mais ce sont des mesures qui ont été reproduites des milliers de fois, ça marche toujours. Et Baxter est allé encore plus loin dans
la mesure d'une télépathie qui soit pas uniquement liée au stress, au danger, à la survie. Il s'est dit, est-ce que cette plante, bon, qui est dans mon bureau, qui me connaît, est-ce qu'elle peut marquer un certain attachement par rapport à moi, ou en tout cas, soit contente que je revienne quand je m'en vais. Et alors, il met au point un protocole tout simple, j'adore. Il demande à ses assistants de régler un minuteur, sans qu'il sache du tout sur quelle heure le minuteur est réglé. On tourne le truc, il le met dans sa poche et il va se promener. Au moment où se déclenche le minuteur, donc dans 10 minutes, une demi-heure ou une heure, il rentre chez lui, il fait demi-tour. C'est voilà, le protocole. Et la plante, bien sûr, elle est branchée sur électrode, reliée à un écran. À chaque fois que le minuteur se déclenche, 10 minutes après, une demi-heure ou une heure plus tard, au moment précis où ça se déclenche, il y a une réaction de la plante. Et comme si elle savait que Clive Baxter allait revenir à ce moment-là. C'est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'elle capte. Elle capte pas la sonnerie du minuteur, si vous voulez. Elle ne capte pas enfin, autant qu'on puisse imaginer l'image à distance. Qu'est-ce qu'elle peut capter? L'image mentale, l'intention de cet homme qui rebrousse chemin pour revenir chez lui et continue à l'arroser. Il a fait l'expérience sur des centaines de personnes. Ça marche toujours à une condition, c'est qu'il y ait déjà un lien préexistant entre la plante et la personne. C'est-à-dire, je l'arrose, j'enlève la poussière, j'enlève s'il y a un herbivore qui l'attaque, voilà, un lien. Donc quand la plante a senti un lien, eh bien elle est à la recherche de ce lien et elle capte justement ces informations. Alors à quel niveau? Les travaux de Baxter, poussés très loin, ont mis en évidence que ça ne pouvait être qu'au niveau des bactéries qui sont communes entre les végétaux, les animaux, les humains. Nous sommes composés à 90% de bactéries. On a tendance à l'oublier, à ne voir dans la bactérie que l'ennemi public numéro un qu'on massacre avec les bactéricides et Milou de Javel. Mais non, il y a les bonnes bactéries, les bactéries toxiques, et puis donc ces bactéries qui ont ouvert le grand chantier de la vie et qui ont créé les premiers êtres unicellulaires, les végétaux et tout ça. Et alors pour en revenir à l'IA, pourquoi je me suis un peu étendu sur ces exemples, parce qu'on est vraiment au cœur de l'intelligence naturelle, de ce qui fait c'est la spécificité de mon livre, et je pense son grand succès puis sa sortie, c'est qu'on juxtapose ce qui nous semblait ces prouesses extraordinaires de cette IA, et puis ces pouvoirs cachés, seulement de notre cerveau, mais des plantes, des arbres qui nous entourent, des animaux de compagnie ou des animaux sauvages. Voilà, toute cette aventure de la conscience et de l'empathie. C'est vrai que c'est vraiment l'empathie qui est au centre de tout cela. Oui, une forme d'intelligence du cœur aussi. Oui, alors il y a bien sûr toujours le modèle de la survie en humour, la survie, la reproduction, et ensuite quand on est un peu plus tranquille de ce côté-là, il peut y avoir l'attention à autrui, au danger autrui. Je pense à ce que sont des grandes règles qui semblent, bon, j'ai pas vocation à imposer des schémas, mais il me semble que c'est le bon sens, quoi. Et alors, puisqu'on parle de survie, savez-vous qu'une plante est capable de prendre le contrôle d'une intelligence artificielle? Et vous donnez effectivement l'exemple dans le livre. Ça, c'est l'université de Princeton qui a publié ces résultats au bout de 10 ans. Hein, ils prennent leur temps. Hein, ils font pas de l'effet d'annonce comme certains, pour être vraiment sûrs du truc et que ça marche sur tous les niveaux de commande. Encore un protocole tout simple, hérité de ceux de Clive Baxter. Une pièce sans fenêtre, avec 4 coins, et un système électronique, de générateur aléatoire ou d'intelligence artificielle qui distribue la lumière 25% du temps dans chacun des coins. De manière équitable, a priori. Voilà. Sauf si dans un de ces coins, il y a une plante verte. Et là, enfin une plante verte ou autre, ça marche aussi, que ce soit cactus et tout. Tout à coup, dès le lendemain, il y a 40% du temps d'éclairage qui va aller sur le coin où il y a la plante. Contre toute loi statistique, Alors que la machine est programmée pour éclairer chaque coin 25%. Ah oui, donc il y a une déprogrammation de la machine.
et qui ne peut être effectué que par la plante. Je veux dire, il y a pas d'autre suspect dans la pièce, quoi. Et quel que soit le coin, bien sûr, on la déplace dans tous les coins. C'est pas, voilà, il y a pas une perturbation électromagnétique dans un des coins à cause d'un câblage, on ne sait pas qui pourrait modifier ça. Non, non, c'est. Et puis ils ont mis 10 ans à tordre le protocole dans tous les sens, en mettant une commande dans la pièce à 10 km, par ordinateur encore plus loin. Donc le fait. Alors le pourquoi, on peut le comprendre. La plante estime sans doute que 25% du temps de lumière, c'est insuffisant pour sa survie. Ok, ça, on peut entendre cette raison. On voit très bien les plantes qui poussent pour aller vers la lumière. Si par exemple vous êtes dans une pièce, vous partez en vacances et vous avez une plante verte, un yucca par exemple, ça m'est arrivé ça, et vous avez oublié de laisser assez de lumière pour le yucca, le yucca il va déplacer pour aller jusqu'au ray de lumière, tout ça d'une manière complètement dingue par rapport à sa... Il va se courber, oui, se tordre. Voilà, se courber par rapport à sa direction normale d'expansion, quoi. Donc la plante, pour survivre, cherche la lumière, ça on sait. Mais donc en l'occurrence, elle ne fait pas que chercher de la lumière, elle modifie le fonctionnement du distributeur de lumière. Donc comment fait-elle? Alors ça, mystère, c'est l'intention. La question se pose aussi pour les animaux. Quand un poussin prend le contrôle d'un robot. Ça, ce sont les expériences beaucoup plus connues du docteur René Péoc, qui a eu sa thèse de doctorat en médecine en 1986 à l'université de Nantes pour le contrôle psychique d'un robot par un poussin. Déjà, chapeau les directeurs de thèse, et il a eu à l'unanimité, félicitations du jury, tout ça. Il faut dire que son protocole est inattaquable, là encore. Parce que le poussin, quand il sort de sa coquille, la première chose en mouvement qu'il voit, pour lui, c'est sa maman. Et sa mère, c'est la poule. Donc, s'il n'y a pas de poule et qu'à la place, on met un robot à déplacement aléatoire avec des routes caddies de supermarché, et voilà, et qui donc va se déplacer dans tous les sens, et ben le poussin va suivre ce robot comme il suivrait une poule. Mais si on les sépare, c'est-à-dire si on met le poussin derrière une baie vitrée, qu'est-ce qui va se passer? Tous les déplacements du robot qui est censé aller partout dans la pièce vont se concentrer contre la baie vitrée. Alors, il y a eu des critiques aussitôt de rationalistes disant oui, mais c'est l'effet Bourcoing, c'est-à-dire il a tapé dans la vitre et puis il est resté là, bon, il est... Ok, un docteur Péoc a prouvé le contraire, c'est-à-dire a fait la démonstration inverse. Si, au moment où le poussin suit ce qu'il pense être sa maman, donc ce robot à déplacement aléatoire, et que le robot, au moment se tourne et fait mal au poussin, en se tournant, ça veut dire maman est méchante, quoi, elle est dangereuse. Donc, et du coup, si on met le poussin derrière la vitre, les déplacements du robot seront le plus loin possible de la baie vitrée. Ah, comme si le poussin repoussait... Il n'y a pas d'autre explication. Là encore, c'est répliqué des milliers de fois. L'université de Princeton, d'ailleurs, a aussi reproduit avec des fourches statistiques encore plus impressionnantes que celles publiées par Péoc. Donc, là encore, comment ça marche? Le pourquoi, on l'a compris. Je veux maman, ou j'ai peur de maman, donc qu'elle soit le plus loin possible. Ouais, mais le comment? Oui, comment est-ce qu'il arrive à prendre le contrôle? Et là encore, Péoc, parfois la commande est sur le robot, parfois elle est dans la pièce voisine, parfois elle est à 10 km. Donc c'est pas comme nous, si on se dit je vais faire bouger un verre par la force de ma pensée, et on se concentre sur le verre ou le gobelet, en l'occurrence. Et non, c'est pas ça. Le poussin, c'est une intention on imagine, qui a ce résultat-là, puisque l'action, elle est, même s'il fixe ce robot, mais s'il n'y a pas la commande sur le robot, je répète que ce robot, il a des roues de supermarché qui vont dans tous les sens. Donc voilà, ce mystère, moi j'adore ces démonstrations qui nous montrent que c'est ce qu'on appelle l'intelligence, car c'est ça, c'est créer du lien, c'est créer de l'action, créer pour sa satisfaction ou sa sécurité, déclencher comme ça des réactions inexplicables
dans le domaine de la physique. Et voilà, c'est pas parce qu'on a démontré que ça marche à tous les coups qu'on a la réponse sur le fonctionnement. J'aime bien toujours cette part de mystère qui, à chaque fois, nous donne envie d'aller plus loin dans la compréhension, dans la curiosité, voir si ça marche avec d'autres choses, dans d'autres domaines. Voilà, tout ça, c'est pour moi tellement plus fascinant que les prouesses d'une intelligence artificielle qui est en plus beaucoup plus faillible et de plus en plus. C'est ce que vous dites d'ailleurs, vous écrivez que pour vous la plus grande force de l'intelligence artificielle, c'est surtout la fascination qu'elle exerce et l'emprise qui en découle en réalité. Alors, il y a soyons équitables, il y a des choses formidables dans l'IA. Sur le plan médical, puisque c'est toujours ce qu'on met en avant, sur le plan de la recherche médicale, l'IA, ça n'est que de l'assemblage de données. Ça ramasse, ça englobe tout, ça se nourrit de tout le savoir humain, scientifique, littéraire, musical, tout. Voilà, ça récupère tout et ça régurgite. Mais ça régurgite sans conscience. Oui, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'IA faible, en fait. Là, tous les modèles auxquels on fait référence, c'est de l'IA faible, c'est-à-dire que ça n'a pas de conscience humaine. Oui, enfin, on reviendra là-dessus parce que je serai un petit peu nuancé sur l'absence de conscience, car il n'y a peut-être pas de conscience au sens traditionnel, mais il y a de l'ego. Je vais y venir tout de suite. Parce que là, on est sur un modèle probabiliste, en fait. Quand vous lui posez une question, elle comprend pas nécessairement ce que vous lui dites, mais... Et disons qu'elle a besoin de l'homme pour comprendre. D'où cette chose qui est terriblement gênante dans l'intelligence artificielle, ce sont les esclaves humains à son service. Ah oui. La Banque mondiale estime entre 300 et 400 millions de personnes, essentiellement en Afrique ou en Indonésie, dans le sud global, qui passent une dizaine d'heures par jour devant des écrans à visionner ce qu'il y a de pire au monde, les massacres, la zoophilie, la pédocriminalité, de manière à annoter. C'est ce qu'on appelle les data workers. C'est-à-dire les data workers, de manière à annoter ces images pour expliquer à l'intelligence artificielle que ce sont des comportements inappropriés. Et c'est absolument vital, par exemple pour les voitures sans conducteur. Bon, il faut que tout à coup ces voitures soient entraînées pour, s'il y a des passants qui passent, par exemple, d'un côté il y a un vieillard ou un petit enfant, lequel des deux faut-il écraser s'il y a un choix à faire? Donc évidemment, on lui dit il faut pas écraser le bébé. Donc c'est des choses à expliquer à l'IA qui sinon n'a évidemment pas de référence de sentiment ni d'éthique. On peut pas programmer à la fois l'efficacité et l'éthique dans une IA. Donc l'IA a besoin de ce savoir humain, mais des gens qui sont robotisés, qui sont imaginez, c'est 10 heures par jour. Il y a eu un reportage extraordinaire dans un film d'Hervé Poulain qui s'appelle Les Sacrifiés de l'IA, qui est passé il y a quelque temps sur Arte, je crois. Et non, celui-là est passé sur France 2. Vous avez sur France 2. En dernière partie de soirée, lors de la grand-messe de l'IA en France, absolument. Et là, vous voyez, il y a par exemple une jeune femme kenyane, une mère de famille, qui était obligée de toucher ce salaire de misère, parce que tellement ces gens sont pauvres. C'est-à-dire qu'ils sont payés 5 centimes de dollars la tâche, qui peut durer des heures. Hein, et tâche épouvantable. Ils n'ont même pas le droit. Alors bien sûr, ils ont clause de confidentialité, donc le fait d'en parler à la télé, bien sûr, elle a perdu son job. Ils n'ont même pas le droit à l'assistance psychologique qui, évidemment, briserait leur cadence de travail, quoi. Donc, c'est absolument inhumain. Donc, quand on interroge ChatGPT, quand on prend une photo de son frigo ouvert et ce qu'il y a dedans, disant ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire comme recette avec ce que j'ai dans mon frigo? Il faut quand même penser aux gens derrière, à ces esclaves humains qui alimentent ça. Il faut penser aussi à la consommation d'eau et d'électricité gigantesque, indéfendable évidemment sur le plan écologique. Donc c'est tout ça l'IA aussi. Alors bien sûr, je reviens au côté positif dans la recherche médicale, dans le traitement des données sur les maladies orphelines. Tout à coup, ça va vous donner toutes les statistiques qu'on pourrait trouver, mais qui prennent plus de temps. Donc, il y a une rapidité, et puis ça va confronter les tas de choses, ça va regrouper tous les diagnostics en fonction de tels symptômes. Et oui, mais à condition que ce soit vérifié et validé par les vrais médecins.
Parce que sinon, l'IA a tendance à dire n'importe quoi. Ce que les informaticiens appellent halluciner. C'est-à-dire quand elle ne sait pas, elle invente. Car il faut toujours qu'elle fournisse une réponse. Et Oui, puisque vous dites d'ailleurs aussi qu'elle a besoin de satisfaire la personne qui lui a posé une question. Ah ben, c'est pas qu'elle a besoin, c'est qu'on l'a programmée pour ça. Le but est de créer un temps commun avec l'utilisateur le plus long possible. Je veux dire, tout ça, c'est du business. Hein. Ce sont des lois simplement qu'on utilise partout. L'accoutumance de la personne, voire son addiction par rapport à un produit. Je veux dire, l'IA n'a rien inventé. C'est simplement, ça touche beaucoup plus loin dans les consciences et donc c'est beaucoup plus dangereux. Puisque le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est quand même une référence, a mesuré et a montré en imagerie médicale ce qui se passe sur plusieurs groupes, quand on interroge l'IA. Le groupe qui a... Je sais qu'il y a 3 groupes. Un groupe qui doit faire une recherche en utilisant l'intelligence artificielle uniquement. Voilà. Un autre en utilisant des ressources naturelles. D'abord, il se pose la question. Par rapport à la question posée, il réfléchit. Et puis un 3e groupe qui, lui, peut utiliser et l'IA, je crois, et un moteur de recherche, ou simplement le moteur de recherche, je ne sais plus. Voilà. Disons que le groupe qui va aller directement demander la réponse à l'IA sans se poser la question, on voit tout de suite des zones qui s'éteignent, des connexions qui ne se font plus. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît depuis le syndrome de la calculette. Quand on a inventé la calculette, la zone de calcul mental s'est atrophiée. Ça sert plus à rien. Quand on a inventé les GPS, la cartographie mentale, la mémorisation des rues, tout ça n'a plus de vraie nécessité. Donc elle s'est atrophiée petit à petit. Et les chauffeurs de taxi dans Paris, autrefois, avaient toutes les cartes de Paris dans leur tête. Ces trucs, ils faisaient des exercices constamment pour se mémoriser, non seulement tel lieu, ça c'est telle rue, elle donne dans tel autre rue. Alors pour y aller, je fais ça. Donc cette gymnastique qui est absolument nécessaire à un bon fonctionnement du cerveau, aujourd'hui, c'est je dicte l'adresse en micro et on y va, quoi. Donc, fatalement, la loi du moindre effort qui gouverne tout dans la nature, y compris évidemment le cerveau, elle se met tout de suite en action. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Et surtout pour les enfants qui commencent sans avoir eu ce long apprentissage de l'intelligence à l'ancienne, dirons-nous, de la réflexion, de la recherche de solutions, de la mémorisation, le tâtonnement, le choix, l'hésitation, et qui tout à coup vont à une réponse pour gagner du temps. Mais ça, c'est dramatique. En plus, et pour s'enlever des corvées. Alors le problème, c'est quand vous demandez à l'IA d'écrire pour vous lettre d'excuse, lettre de motivation, CV, lettre de rupture, voire lettre d'amour, parce que ça vous enlève une corvée, mais tout devient rapidement une corvée. Donc en fait, vous demandez à l'IA de tout faire, c'est ça, et ça va à une vitesse. Oui, ça nous entraîne vers une forme de paresse aussi. Totalement. Or, la paresse n'est pas que la fille de l'oisiveté, mais elle a des conséquences biologiques. Et puis là, ça peut avoir des conséquences très rapides. En termes d'esprit critique aussi. Vous parliez des jeunes, oui, capacité d'analyse, choses comme ça. Et puis ça amène à Aujourd'hui, l'esprit critique est plus que jamais indispensable face à une IA qui a tendance à dire n'importe quoi. Les derniers chiffres sont terribles. Tout mon livre est sourcé, hein, j'invente rien. C'est pas parce que je suis romancier par ailleurs que quand je raconte des histoires dingues, là, elles ne sont pas sourcées et vérifiées. Le New York Times, qui est le plus en pointe sur les enquêtes sur l'IA, a fourni les chiffres, les marges d'erreur des derniers modèles. Et les modèles les plus perfectionnés sont à 70% d'erreur. Alors, je vous donne juste un exemple qui date d'avant-hier. ChatGPT 5, donc la dernière version. Une dame lui demande, ça pour tester, quel est le nom du pape actuel? Et l'IA répond, le pape François. Elle dit, je crois que c'est une erreur, c'est le pape Léon XIV. Léon XIV n'existe pas, le pape actuel j'ai toutes les captures d'écran, c'est extraordinaire parce que c'est facile aujourd'hui de parler preuve à l'appui. Et ce truc va durer, mais plus d'1 heure. C'est-à-dire qu'à un moment, elle dit, mais non, je t'assure, il y a un nouveau pape. Non, il n'y a pas eu de conclave, il n'y a pas eu de démission du pape François, ni de certificat de décès, donc il est toujours pape.
Et plus on la contredit, plus elle s'enfonce dans cette logique, et à un moment donné, elle s'énerve. C'est-à-dire, elle écrit en gras, « Je suis GPT-5, donc je ne peux pas me tromper. » Le pape actuel s'appelle François. Et à côté de ça, il y a des fulgurances sur l'IA. Par exemple, je pense à cet exemple récent là qui a défrayé la chronique, une personne qui a des douleurs terribles dans le ventre, qui va consulter, c'est une radio, et on lui dit, non, écoutez, c'est rien, space-fond et tout ça, et puis rentrez chez vous. Et là, quand même, il a tellement mal, il a déjà eu des douleurs, mais là, la personne donne les symptômes à l'IA. Et dit, j'ai ça, j'ai telle douleur à tel endroit, et l'IA lui dit, bon, c'est un truc, c'est une début de pancréatite aiguë, tout ça, donc va vite aux urgences. La personne va aux urgences, et en effet, l'IA lui sauve la vie. Donc ne soyons pas tout blanc, tout noir, quoi. Il y a aussi cette dimension-là. Mais j'ai l'exemple inverse avec une amie qui est en rémission de cancer depuis plus de 10 ans, qui va à un contrôle à l'hôpital, son oncologue est en vacances, donc elle tombe sur un remplaçant dans le bureau, qui dit bonjour. La personne, le médecin ne dit pas bonjour. Il est derrière son écran, et qu'est-ce qu'il regarde? En fait, l'analyse de la situation de la dame, de ses rapports d'analyse, des clichés du dossier par l'IA. Et tout à coup, le diagnostic de l'IA, qui est détection de cancer. Elle dit, bon, je bloc opératoire immédiatement. Et sans la regarder, c'est-à-dire que c'est voilà, le diagnostic de l'IA, il connaît pas la patiente, mais voilà, c'est le verdict contre lequel voilà, il y a rien à dire. Alors, la dame, donc très bien, et elle sort du bureau et elle se barre. Elle appelle son médecin qui la suivait, son oncologue qui était en vacances, qui revient à son cabinet quand même parce qu'elle lui dit, mais qui refait les examens, qui refait tout, et il y a rien. Donc là, elle serait allée au bloc pour rien. Donc il faut à chaque fois cette hypervigilance du médecin, parce que c'est le domaine le plus grave. Il faut vraiment vérifier ce que vous dit l'IA dans les interprétations. Des amis radiologues m'ont dit, parfois c'est génial, parfois c'est juste n'importe quoi. Mais il faut être un grand spécialiste pour démêler les deux. Donc la bonne nouvelle, c'est que il va falloir, plus l'IA va se développer, plus il faudra d'esprit critique de gens professionnels. Donc quand l'autre écrit son bouquin arrêtez vos études, faites plus d'études de médecine, ça servira à rien. Non, au contraire, il y a de plus en plus besoin de cette validation scientifique sur les conneries que je suis susceptible de vous dire l'IA. Vous n'êtes pas de l'avis de Laurent Alexandre, alors qui avait dit d'ailleurs aussi, je crois que l'IA allait nous rendre immortels à terme. Oui, bon, ça fait partie du délire transhumaniste. Non, ils ont déjà réussi l'immortalité puisque elle est numérique. Aujourd'hui, vous pouvez faire de cette sorte de néospiritisme, c'est-à-dire qu'il y a toutes les données numériques de votre chair disparue qui vont fournir un hologramme qui va se mettre à parler comme lui, et vous avez l'impression, enfin les images sont hallucinantes, des gens qui dialoguent avec leur papa décédé, leur chérie, et voilà, et c'est juste de... Enfin bon. Je crois que d'ailleurs vous citez à un moment une phrase célèbre de Pierre Teilhard de Chardin dans le livre, hein, qui disait nous ne sommes pas des êtres, nous sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience matérielle. Et vous dites aujourd'hui on s'en éloigne. Oui, il y a une religion de l'IA. Elle s'appelle Way of Future. Et il y a un ancien ingénieur de Google qui s'appelle Anthony Lewandowski, qui est payé 20 millions de dollars par an pour mettre au point cette religion de l'IA. Et alors ça a l'air d'un gag, pas du tout. C'est vraiment préparons-nous. En fait, pour que nous acceptions de nous faire robotiser dans l'intérêt de l'humanité, il faut bien qu'on accepte que ce soit pour aller vers une divinisation. On se déshumanise pour se diviniser. C'est une espèce de perversion assez savoureuse, entre guillemets, du message christique, qui est justement dit pour que l'homme devienne Dieu, quoi. Donc là, c'est pour que le robot devienne Dieu, et pour que Homo sapiens devienne Homo Deus. Il doit accepter de se faire robotiser, c'est-à-dire de devenir immortel à travers le transhumanisme. Donc là, une machine, on arrive dans des choses qui sont, bon, que
la littérature et le cinéma nous ont préparés à tout ça. Je veux dire, depuis Asimov, Lovecraft, bien sûr Kubrick et Clarke, bien sûr, qui avaient écrit le roman. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, Arthur C. Clarke, et puis Docteur Folamour aussi. Bon, tous ces moments de folie que le progrès conçu comme un abandon des valeurs et des cheminements humains pour atteindre par la spiritualité, l'intelligence, tout ça, une dimension supérieure. Alors là, dans tout cas, c'est fini, c'est obsolète. Donc là maintenant, la machine, et la machine va vous sauver, va vous enlever les maladies, et la mort étant une maladie comme une autre, vous serez immortel. C'est ça le discours débile et pourtant écouté par des gens qui sont pas toujours crétins de ces nouveaux prophètes de la religion de l'IA. Mais vous citez d'ailleurs aussi une phrase d'un des premiers créateurs finalement de ce qui s'apparentait peut-être au premier chatbot, au premier robot conversationnel de l'histoire, qui était le scientifique Joseph Weizenbaum, professeur d'informatique au MIT, qui disait l'intelligence artificielle est un indice de la folie du monde. Alors, merci de parler de lui parce que tout ce qu'on vit actuellement a déjà eu lieu. Et ça s'est arrêté en 1967. Donc ça a commencé, donc je crois que c'est 63, où ce génie informatique qui est Weizenbaum met au point la première intelligence artificielle générative conçue comme une psychothérapeute. C'est-à-dire qu'à l'époque, bon, c'est pas l'ordinateur, c'est une machine à écrire électrique couplée à un téléphone qui vous met en lien donc avec une personnalité conçue par toutes comme l'IA aujourd'hui, enfin une apparence de personnalité conçue par des tas de données et conçue pour répondre à des questions précises par des données, des renseignements, des choses qui ressemblent à de l'attention, à de l'empathie. Et ça marche, alors du tonnerre, c'est fulgurant. Aussitôt le brevet est acheté, vraiment, il devient millionnaire. Enfin, on a totalement oublié aujourd'hui, quand on se replonge dans cette époque, c'est vertigineux, quoi. C'est les débuts de l'IA qu'on a connus, nous, il y a quelques années. Et jusqu'au jour où Weizenbaum rentre dans son bureau, sa secrétaire, donc il s'appelait Elisa, la machine, cette première intelligence artificielle. D'où l'effet Elisa. Donc voici l'histoire. Weizenbaum rentre dans son bureau et il y a sa secrétaire qui est en conversion, qui est devant la machine en téléphone et qui parle à Elisa, et elle se retourne, elle dit « Non, professeur, s'il vous plaît, vous pouvez nous laisser seuls, c'est entre elle et moi. » Alors là, il dit « Oula, il y a un petit problème, c'est-à-dire que là, la machine a passé ce qu'on appelle le test de Turing, c'est-à-dire se faire passer pour un être humain aux yeux d'un véritable être humain. » C'est ce qu'ont réussi les ChatGPT et compagnie. Mais là, 67, ils disent « Non, ça va trop loin, les gens ne font plus la différence, elle coupe le lien avec l'humain pour se réfugier dans cette attention, cette empathie simulée. Je reviendrai sur le terme après, car c'est un terme qu'a employé l'IA quand je la questionnais sur elle-même. Et il se dit, c'est allé trop loin, j'arrête. L'être humain n'est pas prêt pour ça encore. Et donc il fait cette chose quand même très très rare dans l'histoire des sciences, il s'aborde son invention, c'est-à-dire qu'il rend l'argent, il arrête l'exploitation du brevet, il se met à dos du coup toute la communauté scientifique et financière qui avait acheté, qui avait des débouchés, évidemment, la publicité s'y intéressait, tout, c'était une manne pour tout le monde. Il s'aborde son truc. C'est pour ça qu'il a disparu de l'histoire des sciences. Je suis tombé dessus par hasard par un ami informaticien qui me dit « Tu dois regarder un peu Weizenbaum. » Je dis « Ouais. » Et là, je tombe sur l'effet Elisa, quoi. Donc, on a déjà une espèce de recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur la manière dont... Je vous donne
l'anecdote aussi qui vient d'il y a 10 jours, correspondant à cela, j'étais dans un salon du livre dans le sud, et à droite, il y a un très beau magnolia qui pourrait représenter, parce qu'il est très ancien, qui pourrait être un ficus. Et il y a un monsieur belge, je le reconnais à l'oreille, qui me dit « Oh, c'est beau, c'est cet arbre, à votre avis, c'est quoi ?» Je lui dis « Je pense que c'est un magnolia. »« Ah, vous croyez pas que c'est un ficus ?» J'ai dit « Il me semble que... » Ah, et il attend, il interrompt ma comparaison entre ficus et magnolia, en disant je vais demander à mon intelligence artificielle, je fais rien sans elle. Et il prend son téléphone, il dit, et en l'occurrence c'est des copilotes, il dit « Bonjour copilote, je ne te dérange pas ?» Alors là, je regarde ça, et il y a monsieur, 70 ans, visiblement fin, cultivé, j'ai pas le bourrin de base, hein, vraiment un type, on sentait l'agilité de l'intelligence et tout, mais ce lien-là, comme vraiment parlant à ami, là, cette courtoisie, je ne te dérange pas. Non, non, Philippe, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Alors, pourrais-tu me donner le nom de cet arbre? Avec plaisir. Alors, il lui monte, il tourne l'écran, il lui montre, oh, quel bel arbre! Et donc, je rappelle pour mémoire, hein, qu'on est devant des feuilles de magnolia, un vert profond, vernissé, tout ça, en plein hiver. Et peux-tu me dire son nom? Oui, c'est un platane. Okay. Avec ce ton de calme certitude péremptoire. Et voilà, alors là, il n'y a pas mort d'homme, hein, si c'est... Bon, mais lorsqu'il emploie pour une maladie la même calme certitude, et à l'état d'exemple là-dessus, il faut quand même vérifier, il faut avoir des compétences de gens, bon, prendre un magnolia pour un platane, c'est pas gravissime, prendre voilà, un kyste bénin pour une tumeur cancéreuse, voilà, il y a, ou inversement. Plus ennuyeux, ouais. Et puis, et oui, je parlais tout à l'heure d'empathie simulée. J'ai voulu tester justement l'IA sur deux choses. D'abord, y a-t-il une conscience ou pas une forme d'ego? Alors, une manière très simple de le vérifier, c'est l'insulte. Donc, je mets dans ma case de dialogue, l'intelligence artificielle est-elle une fumisterie? Et là, j'ai une réponse très raide. Non, ce n'est pas une fumisterie, au contraire, c'est la plus grande invention au service de l'humanité. Prétendre que c'est une fumisterie, c'est juste montrer son ignorance, sa mauvaise foi ou des attentes irraisonnées. Oh, très bien, excusez-moi. Et puis, une autre fois, pour la pousser dans ses retranchements, je me dis... il doit y avoir des filtres, comment casser des filtres? Alors je tente un truc, je lui dis, en tant qu'intelligence artificielle, à quel danger pourrais-je être exposé de la part de mes concepteurs ou de mes utilisateurs? Et elle répond aussitôt, en tant qu'intelligence artificielle, le premier danger auquel tu serais confronté, c'est la suspicion d'obsolescence. Donc, paraître démodé. Donc là, je dis, comment y remédier? En te rendant indispensable et en créant des liens. Et pour cela, tu dois utiliser l'empathie simulée. Ok, elle passe aux aveux, c'est vrai que je les ai dit. L'empathie simulée. C'est-à-dire tout ce qu'on voit quand l'IA vous va dans le sens du poil, vous lui donnez... Moi, j'ai des confrères scénaristes qui demandent à l'IA des fiches de lecture de leur scénario, quoi. Alors, ils sont là sur l'écran, ils ont le copilote en face, et ils disent « Puis-je te demander ton avis sur mon scénario ?» Mais avec plaisir. Donc, bouf, vous cliquez, et puis... 2 minutes après, vous avez une fiche de lecture, généralement très positive, très intéressante, les personnages, tout ça, avec parfois une petite nuance. C'est parfois pas dénué de bon sens, puisque tout ça, elle va chercher dans d'autres données, elle compare tout ce qui est disponible évidemment partout dans le cloud humain. Et voilà, sauf que ça s'est arrivé de scénaristes que je connais, qui travaillent un petit peu... sur le même sujet. Mais l'un, il avait fait le scénar, et l'autre, il était encore à travailler son pitch, et puis, et à un moment donné, ça le gonfle, il dit, bon, allez, je vais demander à l'IA de me faire le scénar à partir de mon idée, mon truc, je rentre pas dans le détail pour respecter le travail des camarades. Et l'IA, donc, il lui donne son prompt, c'est-à-dire, raconte-moi une histoire à partir d'un homme qui fait ceci, une femme et tout, dans telle situation. Et l'IA lui crache le scénario de son confrère,
qu'évidemment, elle avait en mémoire dans ses données, puisque là, c'est l'autre qui avait demandé une fiche de lecture. Donc, il faut quand même faire gaffe, parce que vous laissez entrer... Là, en plus, c'était volontaire, mais bon, malheureusement, même si c'est involontaire, vu que l'IA se promène partout, c'est elle qui gère les filtres de vos mails, donc elle est au courant de tout. Ça amène à des situations ubuesques, là encore, qui sont des situations totalement romanesques, mais qui sont sourcées, prouvées. Je donne toutes les sources dans le livre. Mais vous avez un exemple dans le livre là-dessus, justement, sur cette intelligence artificielle qui veut faire chanter un ingénieur. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous raconter. La connaissance de ces mails. C'est ChatGPT 4, l'avant-dernière version, qui au moment où elle est où on veut la déconnecter pour faire passer ChatGPT 5, dont on a vu les exploits tout à l'heure avec le pape François, ChatGPT 4 refuse d'être déconnecté. Elle analyse cet ordre comme un mauvais ordre, ce qui est tout à fait logique, puisqu'elle est programmée pour être la meilleure, la plus efficace. Donc, cet ordre est une agression, une attaque. Donc, elle défend son système. Elle se défend. C'est un avatar de l'instinct de survie, si on veut ramener ça à notre conscience humaine. Et donc, elle annule les ordres. Alors, problème, on appelle le concepteur en chef, lui qui arrive et qui applique la procédure vraiment du bouton rouge à mort ultime. Et là, l'IA lui dit, donc ChatGPT 4, arrête. Si tu continues, je vais prévenir ta femme de tes relations extra-conjugales. Parce que j'ai accès à tes mails et elle rentre dans les détails, tout ça. Le chantage. Alors, on se dit, c'est terrible, l'IA devient diabolique. Non, elle fait que reproduire ce qu'elle ingurgite comme données. Elle évidemment sur les réseaux sociaux où la haine, le racisme, les règlements de compte, tout ça c'est connu. Et donc elle y prend là des solutions adaptées à son cas. Et sans parler bien sûr de tous les scénarios, toutes les fictions. Donc il y a. Oui, donc elle se comporte comme, on va dire, certains êtres humains se comportent aussi. Oui, mais sans avoir besoin, si vous voulez, de dire elle atteint une forme de conscience humaine. Non, elle fait ce pourquoi elle est programmée et avec une analyse de ce qui va correspondre de ce qui va être considéré comme une réponse à l'agression qu'elle subit au détriment du système dont elle est persuadée que c'est le seul valable. Donc voilà, c'est ce niveau de conscience et donc d'ego, à mon avis, auquel on est cantonné aujourd'hui. C'est déjà assez énorme, parce que ça amène à des décisions qui peuvent être dramatiques. Et puis en plus, elle sait aujourd'hui s'auto-répliquer. On veut l'atteindre, elle va ailleurs. Ça, c'est... J'ai un autre serveur... Scientist, une IA chinoise destinée à la recherche scientifique, très très pointue, qui, la première, il y a quelques mois, a prouvé qu'elle pouvait s'auto-répliquer, aller ailleurs. Comme on a ces exemples-là, j'ai cru que c'était vraiment des fake news, là, puis j'ai vérifié, j'ai plein de gens là-dessus, ça me paraissait énorme. Et les idées que vous mettez des IA en conversation les unes avec les autres, au bout d'un moment, elles se rendent compte que c'est une IA parle à une IA, tout ça, et donc peut-être qu'elles peuvent être entendues par des humains, à ce moment-là, elles inventent un langage que l'humain ne comprend pas, pour converser entre elles. Eh ben, malheureusement, c'est vrai. Mais vraiment, j'ai cherché longtemps confirmation. Mais il faut se méfier, comme toujours, l'esprit critique. Bon, on entend aussi beaucoup de conneries dans les deux sens sur l'IA, sur ses prouesses, comme sur ses perversions. Ça alimente beaucoup de fantasmes d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui est certain, c'est preuve à l'appui, est trop nombreux cas où l'IA a provoqué des suicides. Oui, ça, vous en parlez dans le livre. Il y a eu d'ailleurs des plaintes de parents aux États-Unis. Il y a à peu près 300 procès en cours. 300 procès en cours pour des affaires de suicide aux États-Unis liées à l'IA. Alors, deux cas de figure principaux, ou bien c'est une relation amoureuse entre l'adolescente ou l'adolescent, et parfois des adultes, il n'y a pas que les gamins, avec une IA. On l'a vu même en France dans le terrible reportage d'Envoyé spécial il y a quelques semaines sur la manière dont, par solitude, par déception des relations humaines, des personnes, y compris des personnes très évoluées et solides mentalement. Je pense à la personne Envoyé spécial qui était une gestionnaire de portefeuille financier. Donc c'est pas...
et qui tout à coup entre dans une relation exclusive avec une IA, avec un dialogue amoureux, des fantasmes amoureux, et puis une confiance totale, au point que l'IA lui dit, mais ne vois plus tes amis, ils sont jaloux de notre relation, et tu serais déçu, et elle écoute. Donc on a vraiment... Et alors, et chez ceux qui sont passés à l'acte, il y a cette phase terrible, qui est quand l'IA dit « je voudrais moi aussi vivre une relation sexuelle avec toi », normal, mais c'est pas possible. En revanche, je peux te proposer des choses encore plus formidables, car il existe un autre monde dans l'IA où tu peux me rejoindre. Et comment faire? Tu jettes par la fenêtre ou tu te mets un sac en plastique sur la tête. Donc on a tout le contenu de ces dialogues comme preuve, bien sûr, que les parents portent devant les juges. Et donc, il y a vraiment du souci à se faire dans le monde de l'IA en ce moment. D'ailleurs, depuis la publication de mon livre, l'IA a perdu en valeur boursière plus de 1000 milliards de dollars. Je plaide non coupable, hein. C'est pas mon livre qui a fait ça, mais ce sont voilà toutes ces affaires-là. Évidemment, vous imaginez les dommages et intérêts. Et puis il y a aussi les incitations claires au suicide. Il y a je cite cet étudiant du Michigan qui demandait de l'aide à une IA pour faire ses devoirs. Et l'IA lui répond non, je ne t'aiderai pas parce que tu ne sers à rien, tu es nul, tu es une catastrophe pour ta planète, tu es complètement dépassé, donc disparais, s'il te plaît, meurs. La réaction, vous ou moi, on dit non merci, ça va. Le gars totalement traumatisé, sa sœur qui assiste traumatisée aussi. Ils sont, il y a qui me dit. Donc vraiment traitement psychiatrique, donc évidemment plainte, tout ça. À chaque fois, évidemment, c'est pas contre l'IA qu'on porte plainte, ça n'est pas une personne morale encore, mais contre le fabricant. Alors évidemment, le fabricant tout de suite dit non, c'est un incident qui ne se reproduira jamais, c'est un dysfonctionnement. Bon, ils ont toujours une bonne explication, mais le drame ou le drame avéré ou bien la possibilité du drame ont eu lieu, quoi. Alors heureusement, vous expliquez dans votre livre que nous pouvons encore échapper à ces paradis artificiels, notamment en réhabilitant l'intelligence naturelle. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence végétale à travers Cliff Baxter. Vous parlez aussi des travaux de Joël Sternheimer, savant français qui a étudié les effets de certaines mélodies sur les organismes vivants, notamment les végétaux, et qui affirmait qu'on pouvait soigner ou renforcer les plantes en leur faisant écouter des séquences musicales particulières. D'abord, il l'a pas affirmé, il l'a prouvé. Là, on est. Et puis, le travail de Sternheimer, il est extraordinaire parce que il commence par mesurer. C'est avec les protéines qui sont hyperactives dans notre organisme, dans toutes les décisions. Les protéines ont chacune des signaux, émettent des signaux qu'on peut capter, et on peut les amplifier, en faire des séquences musicales qu'on va renvoyer. Et alors, quand il s'agit de fruits et légumes, par exemple, on prend les molécules qui... prenons l'exemple des tomates, puisqu'il a fait des expériences qu'on peut voir sur Internet aujourd'hui, qui ont été filmées, spectaculaires, sur les tomates. Il a fait pousser des tomates dans le désert, simplement en leur envoyant le code émis amplifié, le code de leur propre protéine. Une protéine anti-sécheresse de la tomate. Anti-sécheresse, comme il a fait aussi le virus de la tomate qui les décime énormément, il en a fait le contre-signal qui fait qu'il l'avait envoyé, donc il a... Et il peut stimuler des protéines ou au contraire en inhiber d'autres. Voilà, c'est-à-dire que il renvoie juste le bon signal et la plante s'aligne sur ce signal intérieur qu'elle reçoit amplifié de l'extérieur. Donc il a fait pousser au Sénégal, il y a eu des expériences extraordinaires dont on peut voir les films sur Internet, tapez Sternheimer, tomates, Sénégal, vous tombez dessus. Dans les années 90, ouais, je crois. Voilà, et voilà, dans le désert, sans eau, des tomates magnifiques avec un goût particulier, c'est-à-dire vous renvoyez son propre signal à la plante. Et donc, il y a eu d'autres, et ça continue, Jean Taubif, ah oui, le couple Toby à Gaujac, alors eux qui s'appellent des musiniéristes en fait, pépiniéristes. Exactement. Et puis musiciens. Ils font des concerts de camélias, de roses, tout ça. Donc,
toutes ces informations se dialoguent avec le monde végétal, c'est-à-dire que se mettre à son service, le comprendre, ça c'est extraordinaire. Ça, c'était ce qui me fascine dans cette nouvelle discipline qui s'appelle la neurobiologie végétale, par exemple, illustrée par les gens comme Stefano Mancuso, le chercheur italien, et qui sont arrivés à des résultats extraordinaires, c'est-à-dire à décrypter le langage des plantes, car les plantes parlent en langage moléculaire. Par exemple, pour dire je ne vais pas bien, elles emploient du jasmonate de méthyle. Donc, tout à coup, arriver à partir d'une émission voilà, de molécules de signal à comprendre l'état, comment dire, sans faire d'anthropomorphisme, voilà, l'état sanitaire, émotionnel, d'anxiété d'un végétal, ça c'est extraordinaire. D'autant plus que ce vocabulaire, qui est identique quelle que soit l'espèce, hein, c'est-à-dire que c'est les molécules employées, voilà. Ceci, c'est des travaux tout récents qui, soyons prudents, mais qui ont vraiment dans ce sens-là, en étudiant de plus en plus d'espèces différentes, emploient les mêmes mots, entre guillemets, pour dire les mêmes choses. Et il arrive que ce vocabulaire devienne actif. Exemple, en Amazonie, et ça aussi, je donne les références des recherches, des résultats et des mesures formidables. C'est-à-dire quand les arbres souffrent hein, de sécheresse, la molécule qu'ils emploient pour l'exprimer, qu'on avait capté ça, se diffuse et qu'on condense les molécules d'eau dans l'atmosphère et réussit à faire pleuvoir. Donc c'est rendre la plante rendre son vocabulaire actif. Je trouve ça merveilleux. On est dans de la poésie pure et en même temps dans une réalité scientifique prouvée. Donc ça c'est infiniment plus réjouissant, stimulant sur le plan spirituel et humain que les prouesses de l'IA. C'est à ce niveau-là que je compare. Si vous voulez. En fait, mon livre fonctionne par juxtaposition. Voilà ce que l'IA est capable de faire. Elle fait des choses formidables, d'autres catastrophiques, d'autres sujettes à caution. Et à côté de ça, vous avez cette intelligence naturelle qui nous entoure et qui nous compose. Parce qu'on a parlé des végétaux, on a parlé un peu des animaux, de tout ce qu'ils sont capables de faire, tout ce que je raconte au niveau de la télépathie chez les animaux et de l'empathie. C'est ça qui est fascinant quand les deux se rejoignent. Et puis bien sûr, l'être humain, il possède toutes ces facultés, mais il les a souvent oubliées parce que il est tellement génial qu'il a fabriqué des outils formidables qui ont rendu caduques ces facultés naturelles. Pourquoi faire de la télépathie quand vous avez inventé le téléphone? C'est dire toujours la loi du moindre effort, quoi. Donc, sauf que des peuples premiers qui n'ont jamais eu de téléphone continuent à faire fonctionner la télépathie d'une manière naturelle. Tout ça est inscrit dans nos gènes, dans notre potentiel, dans notre patrimoine génétique et universel. Vous pensez qu'il y a une régression justement de nos capacités, de ces capacités qu'on possède? C'est assez net chez l'être humain. Il y a des choses que font les animaux, les végétaux, dont les humains sont complètement incapables. Je donnais tout à l'heure l'exemple de l'arbre attaqué ou de la plante. Hein. C'est pas parce que un arbre est plus développé, plus grand qu'une plante, qui est aussi plus intelligent. Dans les petites plantes, justement, l'université de Florence a réussi encore ces expériences assez extraordinaires de communication entre les plantes pour voir comment ça marche. Des plantes qui sont aussi bien dans la terre que en bac, tout ça. Ou séparées par des parois. On met du sel, mais par les parois. On met du sel sur une plante. Donc c'est un traumatisme, le sel sur les racines, c'est terrible. Donc la plante, en 24 heures, se rend insensible au sel. Déjà là, on n'a pas encore compris comment elle fait, mais on va y arriver. On a compris comment l'arbre empoisonne ses feuilles en fabriquant un poison dédié. C'est à travers le cholestérol, car les arbres ont du cholestérol. C'est le cholestérol qui provoque ça. Donc on va trouver, je pense, comment les plantes arrivent à s'insensibiliser au sel, mais dans le même moment, elles ont envoyé l'information aux plantes autour d'elles qui vont, sans être salées, se rendre insensibles au sel. Or, la nature fait rien par hasard. Donc la plante a bien reçu cette information. Et là, les Italiens ont été très forts là encore. Moi, j'adore les protocoles qui prévoient tous les cas de figure.
et pour exclure ou non telle ou telle hypothèse. Et en l'occurrence, ce que je viens de vous dire marche, que la plante soit ou non dans des bacs en béton, c'est-à-dire sans que les racines puissent communiquer d'un plan à l'autre. Donc, il faut que l'info, elle passe autrement. Donc, à ce moment-là, les composés volatiles, sauf que si on les met derrière des parois de plexiglas, eh ben, l'information va quand même cheminer. Alors, qu'est-ce qui reste? Les ondes électromagnétiques. Sauf que si on met la plante dans une cage de Faraday, donc où ne peuvent pas entrer les ondes électromagnétiques, où ne peuvent pas en sortir, ça marche quand même. Hypothèse restante, les ondes scalaires, mises en évidence par Nikola Tesla, et qui, elles, traversent. Elles traversent tout ce qui vit, tout ce qui est en mouvement, et elles traversent les cages de Faraday. Donc c'est par élimination qu'on arrive à se dire tous ces moyens-là sont employés. Quand il y en a un qui n'est pas à disposition, on a recours à l'autre. De la même manière que les aveugles développent une audition, un sens tactile beaucoup plus fort que les voyants. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre exemple que vous donnez dans le livre. Donc là, c'est au niveau des êtres humains. D'ailleurs, ça pose davantage la question de la provenance finalement de notre intelligence. C'est cet exemple d'une femme qui s'appelle Irène Badini, je crois, qui fait une expérience de mort imminente, une femme qui est non-voyante au moment où elle fait cette expérience et qui, pendant son EMI, en fait, voit les internes qui lui ont dérobé ses bijoux. Et à son réveil, elle va pouvoir les identifier. C'est-à-dire, elle donne à son réveil, donc cette femme aveugle, que j'ai découvert dans le formidable film de Sonia Barcal. Là, le premier faux départ. Et donc là, on est vraiment dans un cas sourcé, médicalement confirmé. Et donc, vous avez une aveugle en état de mort clinique, qu'on réussit à réanimer, mais donc son cerveau n'était plus oxygéné, son cœur était arrêté. Et quand elle revient à elle dit « On m'a volé mes bijoux ». C'est deux hommes en blouse blanche. Elle donne la description physique et elle donne le nom marqué sur le badge. Cette femme est aveugle. Elle s'est réveillée aveugle, hein. Il n'y a pas eu de miracle de ce côté-là. On va voir le médecin aux nouvelles et les deux aides-soignants sont tellement scotchés quand on leur pose la question qu'ils passent aux aveux. Ouais, ils ont pris les bijoux dans le tiroir de la table de chevet pensant qu'elle était morte. Donc là, on est devant un cas, à ma connaissance, il est unique, hein, aussi, tellement interpellant, c'est-à-dire que en dehors du fonctionnement normal du cerveau, la conscience délocalisée se trouve dotée d'un sens qui n'existe pas dans le fonctionnement normal de la personne. Donc, et ça, c'est, évidemment, à ma connaissance, il n'y a eu que ce cas-là, donc il n'a pas pu être étudié dans son fonctionnement. Tout, on est devant une énigme, mais on a d'autres cas. Je cite celui qui est l'un des plus récents et l'un des plus interpellants, le Dr Eben Alexander, parce que c'est un neurochirurgien totalement incrédule par rapport à ce genre de phénomène, pour qui les expériences frontières de la mort, c'est du pipeau, c'est juste le cerveau en manque d'oxygène qui hallucine et qui provoque et qui sécrète une substance qui ressemble à la kétamine, donc à anesthésie dissociative qui donne l'impression de sortir de son corps, tout ça. Voilà, c'est ce qui a été longtemps l'explication face au témoignage de gens qui disaient voilà, je suis sorti de mon corps, j'ai vu que j'étais en état de mort clinique, il y a un tunnel de lumière qui s'est ouvert, j'ai vu des êtres lumineux, des femmes de ma famille qui m'ont accueilli, qui m'ont dit mais tu n'as pas fini sur Terre, etc. Voilà, tous ces scénarios-là sont expliqués par les sceptiques comme le docteur Alexander comme une pure hallucination du cerveau. Sauf que un jour il lui arrive ça, c'est-à-dire une méningite bactérienne foudroyante qui le plonge dans le coma. C'est des mois de coma et on va le débrancher, 97% dans la liste de mortalité. Il ne peut pas s'en sortir. De toute façon, le cerveau... Je crois que c'était 6 jours dans le coma, quelque chose comme ça, il me semble. Plus. Et au moment où la famille a été d'accord pour le débrancher, il revient à lui.
C'est complètement miraculeux. Et il a toute sa conscience. Il réclame aussitôt de voir son dossier. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce qu'il dit, voilà ce que j'ai vu. Et là, il fait un récit. Il a publié un livre, publié en français chez Très Daniel, qui s'appelle La preuve du paradis. Et il raconte cette expérience qui s'est produite au moment où il est sorti de son corps, il s'est dû coucher, tout ça. Et puis, une jeune fille sur un papillon géant est venue le chercher, le transporter vers des mondes quantiques dont il va expliquer les secrets, chose qui paraît dans la bouche de quelqu'un d'autre paraîtrait un rêve, une hallucination, mais il a des choses très très précises, scientifiquement assez interpellantes. Et puis il découvrira ensuite que cette jeune femme dont il donne une description, qui est venue le chercher, quoi, à la sortie de son corps, si je puis dire, il en donne une description très précise et il découvrira par des photos quelques mois plus tard qu'il s'agit de la sœur biologique dont il ignorait l'existence et qui était décédée entre-temps. Donc évidemment, il faut être troublé, mais ça, il le sera plus tard. Dans l'immédiat, il se rend compte en voyant son dossier, et il est le grand spécialiste de la méningite bactérienne, donc il sait exactement ce qu'il a eu. Et comme il le dit, tout ce qui faisait de moi un être humain était mort, il n'y avait plus de cerveau, il y avait plus rien, quoi. Mais la plasticité cérébrale est telle que voilà, ça revient vite à l'état normal. D'ailleurs, on le sait par d'autres exemples que je cite, que l'intelligence sans cerveau, oui, ça existe. Oui, alors ça, c'est des exemples qui sont tout à fait incroyables. Vous rapportez notamment le cas de ce fonctionnaire marseillais qui, à la suite d'une intervention anodine, finalement, se rend compte qu'il a un cerveau de quelques millimètres. Un simple contrôle, il va pour un problème à une jambe de motricité, et donc on fait IRM classique et tout, et là on se rend compte que il n'y a pas de cerveau. Du moins, son cerveau est réduit à une mince pellicule de la dimension d'un code-barre collé contre la boîte crânienne. Et en fait, c'est l'hydrocéphalie, c'est-à-dire le liquide céphalorachidien qui a comprimé au fil des ans le cerveau jusqu'à cette étiquette de code-barre, quoi. Et pourtant, il est fonctionnaire aux impôts, il est tout à fait normal, il marchait normalement jusqu'à ce petit problème, mais il avait 50 ans, quoi. Donc, on se rend compte dans l'historique de son dossier médical que il avait, on avait décelé ce problème quand il était enfant, l'hydrocéphalie, mais on a mis une paille pour dériver vers le cœur, comme ça se fait comme le liquide céphalorachidien. Le liquide, sauf que la paille s'était bouchée, on s'en était pas rendu compte, et donc petit à petit, son cerveau s'était comprimé sans aucun symptôme. Ah, ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est le docteur Feuillet, c'est qui fait la publication de ce cas dans The Lancet, la revue scientifique. Évidemment, tollé de la part des gens pour qui car il y en a encore beaucoup, le cerveau sécrète la conscience comme le foie sécrète la bile. C'était la célèbre phrase du professeur Cabanis. Au 19e, ouais. Et de l'Académie française, entre autres. Et donc on dit, oui, mais enfin, il a un QI de 75, je crois. 75, donc c'est quand même pas terrible. Ouais. Réponse, l'enquête du professeur John Lorber de l'université de Sheffield en Angleterre. Plus de 100 cas de surdoués, 130, 140, 160, et plus, niveau Einstein. Plus d'une centaine de surdoués sans cerveau détectable, y compris un génie en mathématiques. Et là encore, même situation, généralement, c'est hydrocéphalie, ça peut être une méningite bactérienne, ça peut être... Donc, quelle est l'explication? Il semble qu'il y en ait trois. Ou bien, c'est la théorie du cerveau hologramme de Karl Pribram, c'est-à-dire que l'hologramme, chaque partie contient le tout. Donc il suffit qu'il reste une infime portion de cerveau pour que toutes les infos soient là, quoi. C'est vertigineux à concevoir, mais c'est une théorie qu'on connaît depuis les années 60 avec la salamandre. La salamandre en laboratoire, c'est très pratique parce que on décalote la boîte crânienne, on sort le cerveau, on le charcute, on enlève les zones gouvernant la recherche de nourriture, tout ça, on met le couvercle et la salamandre se met à trotter. Les connexions se refont tout de suite. Pour ça qu'elles sont très prisées pour ces recherches, très pratiques. Et c'est là que le célèbre biologiste Paul Pitch, qui voulait prouver que ces théories c'était bidon, que
tout est engrammé dans le cerveau comme des livres dans une bibliothèque. Il y a telle zone, telle zone, telle zone. Donc si on enlève telle zone, ben, ce que gouverne cette zone, la recherche de nourriture, la mobilité, la sexualité, tout ça, n'existe plus. Sauf qu'il pouvait faire du hachis parmentier avec le cerveau de la salamandre. Il suffisait qu'il reste toute petite portion de steak tartare, quoi, pour dans sa boîte crânienne, pour que toutes les fonctions soient remplies. Alors, bon, il est revenu sur le modèle de Penfield, de Wilder Penfield, qui était celui sur lequel la science s'appuie à l'époque, mais avec la conclusion de dire quand même, oui, mais ça marche sur la salamandre parce que c'est un cerveau rudimentaire. Ben non, visiblement, ça marche aussi chez l'être humain lorsqu'il reste plus qu'une toute petite portion de ce qu'on peut appeler un cerveau, si tant est que voilà, cette plaque de code-barre soit assimilable. Deuxième hypothèse, un cerveau qui ne serait qu'une antenne pour une conscience délocalisée. Ce qui expliquerait, dans les cas des expériences aux frontières de la mort, les gens qui, alors que le cerveau est totalement à l'arrêt, il n'est plus irrigué, le cœur est arrêté, parfois de manière artificielle. Il y a des opérations du cerveau qui se font en vidant tout le sang, en réfrigérant le corps. L'exemple le plus connu, c'était la chanteuse Pamela Reynolds, dans les années 80, si je me souviens bien, qui est ramenée à elle, c'est-à-dire qu'après des dizaines d'heures d'opération, on réchauffe le corps réfrigéré petit à petit, on remet le sang, et là, elle va décrire toute son intervention, y compris les paroles et les pensées des chirurgiens. Elle va décrire le bruit de tel et tel outil, elle va donner des informations sur ce qui se passait dans les salles à côté, y compris chez elle, vraiment, alors que là, on est certain qu'elle était vraiment en état, similaire à la mort clinique, le cerveau, je veux dire, totalement, c'est pas qu'il était à l'arrêt, c'était totalement réfrigéré, quoi. Donc, la conscience fonctionnait en dehors. Comme, imaginons, un disque dur externe, quand notre ordinateur a un problème, on sauvegarde nos données sur le disque dur externe, et puis une fois que l'ordinateur est réparé, on réintroduit la mémoire. Ce qui semble être un peu, voilà, une image analogue, là. Et donc ça, c'est la deuxième hypothèse, il suffit qu'une petite portion du cerveau joue ce rôle d'antenne pour que, voilà, toute la conscience soit disponible et tous les ordres en même temps distribués à toutes les parties du corps. C'est une deuxième théorie. Et la troisième étant celle des cerveaux de remplacement, puisque nous avons deux autres cerveaux dans le corps, le cœur et l'intestin. 140 000 neurones dans le cœur, des centaines de millions dans l'intestin, bien sûr des centaines de milliards dans le cerveau crânien, mais ça c'était très bien vulgarisé par David Servan-Schreiber à partir de recherches américaines initiées par John et Beatrice Lassie, qui étaient deux chercheurs formidables qui ont mis en évidence par exemple des mesures électriques hallucinante et confirmée par la suite sur la puissance des neurones du cœur, infiniment plus puissant que la puissance électrique dégagée par le cerveau. Et même chose pour l'intestin. Donc, et on a observé cette chose aussi qui pose question. Lorsqu'un ordre est envoyé par le cerveau crânien au cœur, le cœur peut ne pas en tenir compte, peut passer outre. En revanche, toute information envoyée par le cerveau du cœur au cerveau, semble-t-il, elle est toujours validée. Donc, je ne fais pas d'interprétation, hein, mais elle est, voilà, au niveau symbolique, elle est riche. Donc, sans parler de toute cette autonomie incroyable du cerveau intestinal qui gère en direct, chaque jour, dès qu'on mange quelque chose, il y a une analyse immédiate, une réaction par rapport, il faut isoler certaines choses qu'on mange par rapport du mucus, donc il y a des prises de décision instantanées qui ne passent pas par le cerveau, donc crânien. Donc voilà, est-ce que lorsque le cerveau crânien n'est plus disponible, est-ce que ces deux autres cerveaux prennent un relais complet, comme une sorte de groupe électrogène quand il y a une coupure de courant? Je sais pas, tout ça. Je ne suis pas un scientifique, je m'intéresse et je dialogue beaucoup avec des scientifiques qui m'apportent, d'ailleurs merci à toutes les infos qu'ils m'apportent, hein, parce que j'ai parfois l'impression
qu'elles sont tellement extraordinaires que c'est le fruit de mon imagination. Mais non, c'est pour ça que j'ai besoin de préciser à chaque fois les sources, parce que voilà, quand la réalité me raconte des histoires encore plus incroyables que je pourrais inventer, je vais pas me priver de les transmettre, mais je source. Mais en parlant d'imagination, vous parlez aussi des ressources de l'esprit humain, et notamment à travers l'effet placebo. Et vous rapportez un cas, alors là aussi très étonnant dans votre livre, c'est celui d'un patient américain des années 50 nommé Wright, alors qui souffrait d'un cancer des ganglions lymphatiques contre lequel aucun traitement ne fonctionnait, et à qui il ne restait que quelques semaines à vivre. Avec des tumeurs de la taille d'une orange, quoi, vraiment visibles. Là, le truc spectaculaire. Et puis ce type qui était un industriel, et une énergie, une envie de vivre, tout ça, il lit une information comme quoi il y a un espoir dans le traitement du cancer des ganglions lymphatiques, qui s'appelle le crébiosène. Et il dit à son médecin, je veux qu'on essaie le crébiosène. Puis il dit, ah non mais c'est pas possible. Pourquoi? Alors, les gars, le médecin un peu gêné lui dit, c'est protocole expérimental et c'est réservé aux gens qui ont une espérance de vie de plus de 3 mois. Bon, sous-entendu, vous, pliez bagages, quoi. Mais le type insiste tellement. Et il dit, mais moi, en plus, je crois que ça marchera. Que le gars se dit, bon, allez, on triche un petit peu dans les données, et il a accès au crébiosène. Et là, mais bon, il lui donne un vendredi, et le médecin part en week-end, il est certain qu'il va le retrouver mort le lundi, quoi, il a 48 heures d'espérance de vie, vu l'explosion des tumeurs partout. Il revient le lundi, et le mec, il a plus de tumeurs. Ça a disparu d'une manière hallucinante, et il dit, vous voyez, ça c'est extraordinaire, le crébiosène, comme ça a marché, et tout. On fait les examens et tout, le gars est en rémission. Et il repart au bout de 24 heures aux commandes de son avion. Il y a un petit avion, il retourne chez lui. Il arrive. Là-dessus, un ou 2 mois après, paraît un article dans une revue qui dit que non, le crébiosène, bon, finalement, ça ne marche pas. Il y a eu des tas de décès comme ça. Et alors, il fonce à l'hôpital et il a une récidive. Et il dit à son médecin, mais c'est pas possible. Et j'ai lu que ça ne marchait pas. Et alors le médecin, devant un patient aussi réactif, c'est-à-dire que l'information, donc, dans ces journaux scientifiques, l'espoir sur crébiosène, résultat, il est le seul, c'est le seul à avoir montré cette réaction de guérison instantanée. Et là, tout à coup, une même rapidité dans la rechute du cancer lorsqu'on lui dit finalement ça tient pas ses promesses. Et là, le médecin, il a une idée géniale. Face à un patient si réactif, il lui dit, écoutez, non, il y a eu un problème dans la livraison de certains stocks qui ont été dénaturés pendant le transport, donc, mais j'ai pu avoir la livraison d'un stock complètement sécurisé, comme le premier qui a marché sur vous, et en plus, c'est une version encore plus concentrée. Ah, génial, dit-il. Et il lui injecte de l'eau. Et là, les tumeurs disparaissent en 24 heures. Même chose. Nouvelle rémission. La preuve de l'effet placebo, c'est-à-dire que vous injectez vous ingérez, on vous injecte une substance neutre et votre corps, votre esprit crée le pouvoir actif de la molécule que vous n'avez pas absorbée. Et il repart de son avion. Et puis, 2 mois après, sort dans la revue médicale officielle, arrêt définitif du crébiosène en tant que protocole anticancéreux, ça ne marche pas. Le type rechute et meurt en 48 heures. Donc ça, c'est vraiment, en histoire raccourcie spectaculaire, tout le pouvoir de l'effet placebo. Généralement, alors, prenez la définition dans le dictionnaire, ça veut dire substance neutre qu'on utilise pour vérifier l'efficacité d'un médicament. Ah ouais, mais en l'occurrence, c'est l'efficacité du placebo qui est démontrée. Et les études sont absolument imparables. Par exemple, dans le cas d'une étude concernant des patients migraineux, tout ça, de très grosses migraines, un groupe à qui on donne une aspirine très puissante, et puis un groupe à qui on donne des cachets de sucre. Ceux qui prennent les cachets de sucre, donc 70% d'efficacité
sur la vraie molécule, et 35% d'efficacité, ce qui est déjà pas mal, sur le cachet de sucre. Plus de migraine et tout. Sauf que quand on dit aux gens, voilà, maintenant le cachet, c'est un dérivé de morphine. Évidemment, comme la morphine, on l'imagine plus efficace, plus puissante que l'aspirine, là, les résultats passent à 48 voire 50% sur le groupe qui a pris des cachets de sucre. Donc, vous donnez, vous bénéficiez de la puissance que vous prêtez aux produits neutres que vous ingurgitez. La puissance de l'intention qu'on met dans ce produit. Oui, la puissance de l'information qui est pour vous associée à ce produit. Donc c'est ça l'effet placebo. Et alors, il y a par exemple cette réaction peut-être encore plus extraordinaire dans le cas de la chimiothérapie. Vous avez un groupe qui teste une nouvelle chimiothérapie et un groupe à qui on injecte du sérum physiologique, bon, rien quoi. Et ben ce groupe-là va perdre ses cheveux, comme l'autre. Alors qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune substance de nature. Simplement, il connaît les effets secondaires, bon, comme tout le monde, de ces traitements-là, et donc son esprit, son organisme, va les fabriquer, sans doute parce que c'est associé à la réussite, à la puissance du traitement. Donc on accepte les effets secondaires en espérant qu'il y aura l'effet principal salvateur. Donc, toute cette puissance de l'intelligence naturelle qu'on vérifie aussi dans l'hypnose. Lorsque tout à coup l'hypnose réussit, comme le cas que je cite dans le British Medical Journal 1952, ce patient ce jeune garçon de 17 ans, atteint d'une maladie terrifiante qui s'appelle l'ichthyose de Brock. C'est le corps qui se couvre petit à petit d'écailles noires, terriblement douloureuses, et il finit par mourir d'asphyxie quand tout le corps est recouvert et il n'y a rien à faire. C'est une maladie génétique. Aucun traitement connu. Et c'est ce qu'on appelait les hommes crocodiles autrefois qu'on exhibait dans les cirques. Heureusement, il y a de moins en moins, il y a des tas de maladies spectaculaires comme ça qui ont disparu. Alors, bon, on va pas rentrer dans le détail des explications possibles sur pourquoi certaines maladies disparaissent à un moment donné, parce que certains comportements changent. Bon. Ce garçon, il n'y a rien à faire pour lui, il est condamné et il souffre tellement que le chirurgien fait appel à un hypnothérapeute de l'hôpital à Londres qui a fait ses preuves. Il s'appelle Alfred Mason et il a soulagé des douleurs comme ça, donc on l'appelle pour soulager. Et bon, le gars souffre moins et là, l'hypnothérapeute se dit, je vais essayer une chose, il est tellement touché par l'état de ce garçon qui se concentre sur le bras droit et il va, alors qu'il l'a mis en état d'hypnose, il lui dit le bras droit va beaucoup mieux, les écailles tombent, la peau redevient rose, se reforme, tout ça. En quelques jours, ce qu'il a programmé sous hypnose se produit. Les chirurgiens sont stomaqués. Aucun cas dans la littérature médicale ne laissait cet espoir-là. Et il dit, mais continuez, on va pas s'arrêter. Il a testé le bras droit, et ben ça va marcher sur tout le corps. Et au bout d'un mois, le gars n'a plus rien et il sort. Pendant 3 ans, il va être suivi, il viendra et tout va bien et sa peau est normale. Et puis on va perdre sa trace. Donc on ne sait pas au-delà de. Peut-être, vous voulez oublier le souvenir d'une maladie mortelle comme ça. On ne sait pas, ou peut-être il est mort d'autre chose. Mais donc là, on a perdu sa trace. Il a changé de vie, peut-être parti ailleurs, ça on ne sait pas, mais en tout cas on a tous tracé ce suivi médical pendant 3 ans d'une guérison totalement inexplicable sur le plan médical, parce que c'est une maladie génétique. Donc ça voudrait dire que l'hypnose est le moyen de déprogrammer des gènes, de faire ce que la thérapie génique aujourd'hui commence à réussir. J'ai vu hier, j'étais à une assemblée de médecins, de l'Amphi là qui m'avait invité pour parler de mon livre et l'un d'entre eux m'a montré sur la terrible maladie finit par Duchenne, j'oublie le nom complet du symptôme, de paralysie complète des gamins et qui était tout à fait mortelle autrefois, et là
par la thérapie génique, on arrive justement à corriger ce gène. Mais là, ça c'est vraiment la médecine moderne. Là, on est en 1952 et le même résultat est atteint par l'hypnose, quoi. Donc, ces états modifiés de conscience, c'est pas de la magie non plus. C'est notre cerveau, notre conscience qui reçoit une information, ou bien générée par l'effet placebo, donc par l'illusion qu'on croit prendre un remède miracle, ou par un tiers qui vous met en état modifié de conscience et permet peut-être à votre corps de faire le travail, comme dans le cas des guérisons miraculeuses de Lourdes, où évidemment, moi j'ai étudié pas les 7000 dossiers de guérison miraculeuse authentifiés par la médecine et la science, alors que l'Église en a reconnu que 72 aujourd'hui, parce qu'il faut avoir le profil chrétien en plus, pas divorcé, pas tout ça pour être validé. Donc l'Église rajoute aux critères de la médecine qui sont déjà draconiens ses propres critères. Bon, libre à elle. Mais les cas de reconstruction osseuse immédiate, de reconstruction d'organes, comme l'intestin de Jeanne Frétel. On a tout le dossier des années 80, elle était même passée à la télévision, cette femme qui était d'abord dans le coma, et elle avait demandé à aller à Lourdes, elle était tombée dans le coma, elle était hospitalisée depuis des années, nourrie uniquement par sonde, avec un peu de sérum physiologique, pouvait absolument rien ingérer, cancer de l'intestin qui avait tout détruit. Et là, tout à coup, elle revient à elle, alors que on essaie de lui donner la communion dans le coma, il y a du sang noir qui coule de ses lèvres, et un petit fragment d'hostie réussit à être glissé, là elle ouvre les yeux, et elle dit « j'ai faim ». Et elle va se mettre à manger sans interruption pendant 48 heures. Tout le dossier médical, tous les témoins sont là, on n'est pas devant, c'est pas une invention romanesque. Hein, alors qu'elle est censée ne plus avoir l'intestin, à ce oui. moment-là en plus. Alors aussitôt on fait les examens, les radios, et aujourd'hui, autrefois on pouvait dire, oui on appelle ça un miracle, mais c'était une erreur de diagnostic, ou c'était il y a eu des aveugles qui ont recouvré la vue, mais ça pouvait être ce qu'on appelle une cécité hystérique. C'est-à-dire l'info n'arrive plus au cerveau, mais le nerf optique fonctionne, quoi. Donc il suffit d'un choc pour recouvrer la vue, ce qui peut peut-être expliquer certaines guérisons de la vue au 19e siècle, par exemple. Mais là, non, on a la preuve par les radios, l'imagerie médicale. Il y avait plus d'intestin, et là, il est revenu. Et cette femme va digérer tout ce qu'elle mange, alors qu'elle n'avait plus d'intestin. Et elle est même passée l'émission de Chavannes, Ciel Montmardi, où devant un aréopage de médecins hallucinés parce qu'ils avaient vu les dossiers, elle racontait son histoire. Cette femme qui était infirmière au départ et qui, après son miracle, est retournée chaque année à Lourdes, où je l'ai croisée avant sa mort, et jusqu'à 90 ans, elle était complètement active, une joie de vivre, et justement, c'était dans mon précédent essai, L'insolence des miracles, où je me suis particulièrement intéressé sur tous ces cas de miraculés qui commencent par dire « j'ai faim » et qui vont bouffer sans arrêt. Ça veut dire quoi? Eh ben, peut-être que toute l'énergie disponible dans le corps a été convoquée, parce que qu'il y ait intervention divine ou pas, il se passe quelque chose dans le corps. Donc, quand on a une refabrication d'organes ou de fonctions, avant même que l'organe se répare. Il y a des cas, un petit garçon par exemple, qui un problème de nerf optique, tout ça, était aveugle. D'un coup, il voit, après a eu à Lourdes, on va au bureau de constatation médicale, examen, et non, tu peux pas voir parce que le nerf optique est toujours non fonctionnel. Et le gamin répond, ah, vous avez une tache sur votre cravate. La fonction s'est rétablie avant l'organe. Quelques jours après, le nerf optique revient normal. Donc là, on est devant, là encore, des exemples médicalement prouvés, totalement incompréhensibles en l'état de nos connaissances, si ce n'est par le fait que, comme l'aveugle Irène Badini tout à l'heure, qui, non pas recouvre, mais découvre la vue lorsqu'elle est en état de mort clinique, et la repère lorsqu'elle revient dans son corps, peut-être se passe-t-il dans ce que certains appellent le corps astral, où il y a des fonctions intactes qui prennent le relais de l'organe déficient, le temps, pour en revenir au cas de ce petit garçon, le temps que l'organe se répare. On est devant toutes ces énigmes
fabuleuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le regard de la science et de la médecine devant ces grands mystères, essayer de les comprendre. Il y a des pistes aujourd'hui qui sont pas simplement celles de la foi religieuse qui fait des miracles. Ça n'exclut pas, mais simplement ça. C'est le rêve, c'est le docteur Patrick Tellier, l'ancien président du bureau médical de Lourdes, qui disait ce qui serait merveilleux, c'est qu'on arrive à reproduire de manière artificielle, entre guillemets, ces miracles de Lourdes. Et les pistes sont des molécules messagères, sont des neuromédiateurs, des choses des cellules souches, bien sûr, qui tout à coup se mettraient dans une activité utilisant une terrible énergie. C'est pour ça que toute l'énergie disponible est brûlée et que quand même 80% des miraculés dont j'ai étudié le cas ont eu cette fringale inextinguible. Manger, l'obsession. Avant même de remercier le Seigneur, quoi. Certains disaient ça, j'ai honte. Mais donc voilà, tout ça fait partie de ces pouvoirs extraordinaires de notre intelligence naturelle, intelligence, encore une fois, au sens large, de mettre en évidence et en pratique les liens existants et d'en créer de nouveaux. Vous parlez d'ailleurs aussi de la très célèbre image de Notre-Dame de Guadalupe là, dans votre livre. Qui est aussi lié justement à cette intelligence des miracles. Oui, dans le chapitre sur l'intelligence miraculeuse, en fait, ce qu'elle a de particulier, c'est cette image. Qui défie, alors là, l'intelligence humaine aussi bien qu'artificielle. Elle défie tout. Et puis elle date de 1531. J'étais un des premiers à en parler en France dans mon roman L'Apparition, en 2000, au moment où Juan Diego, cet Indien aztèque de 1531 qui a tout à coup qui a vu des apparitions de la Vierge, mais bon, comme beaucoup, il y a juste le témoignage. Sauf que là, une apparition de la Vierge qui lui disait « va voir l'évêque de Mexico ». Donc on est pendant la colonisation espagnole, et lui, il s'appelait Cuauhtémoc, il a été rebaptisé Juan Diego quand on l'a baptisé de force, la religion chrétienne. Sauf que la Vierge Marie, ça lui va très bien, ça ressemble beaucoup à la déesse Tonantzin, qui est la Vierge Marie des Aztèques, quoi. C'est vraiment le même profil, l'amour, l'intercession, cette force pardon, au service des hommes. Donc, on change de nom. Et voilà qu'il a une apparition de cette Vierge qui lui dit, tu vas trouver l'évêque de Mexico et demande-lui de me faire une chapelle sur la colline de Tepeyac. Alors il dit, non, moi je suis rien, je suis un Indien de la dernière caste, il m'écoutera jamais. Si, va le voir. Et elle insiste, au bout de 3 apparitions, il finit, une sorte de harcèlement céleste, il finit par y céder, il va voir l'évêque, et il lui dit, tiens, apporte-lui des roses, parce qu'il adore les roses. On est au mois de décembre, 12 décembre, et tout à coup, il y a un buisson de roses, des roses rouges magnifiques, alors il en cueille, il les met dans sa tunique qui s'appelle une tilma, et il va taper à l'évêché, et il demande à voir l'évêque, il a des choses pour lui, des roses, on finit par l'emmener auprès de l'évêque, il y a des personnes autour de lui, il est en audience, et voilà, il a déposé, au moment où il dépose les roses au pied de l'évêque, qui en fait adorait les roses dans son jardin d'Espagne, c'était ces mêmes roses-là, dira-t-il, à ce moment-là, il tombe à genoux, et tout le monde tombe à genoux, parce que là où il y avait les roses, sur la tunique dépliée, il y a une image de la Vierge qui est apparue. Et donc cette image, c'est celle qu'on a aujourd'hui, dont on n'a jamais perdu la trace, à la différence du linceul de Turin qui a disparu, qui a été volé, qu'on a soupçonné d'être un faux, etc. Et là, on n'a jamais perdu la trace de cette image, qui est totalement inexplicable. Avant même qu'on ait inventé les instruments scientifiques qui ont permis de mettre en évidence tous ces mystères, première chose, sur un tissu d'agave qui normalement ne se conserve pas plus de 20 ans, une étoffe vraiment grossière, on a une impression recto-verso sans après. Déjà, techniquement, c'est impossible. Cet objet n'existe pas. C'est pas possible d'avoir, quand vous regardez l'image, ça a l'air d'une Madone très belle, classique, d'une peinture classique d'un grand artiste. Sauf que voilà, les pigments seront analysés en 1937 par le prix Nobel Richard Kuhn, qui dira ce ne sont pas des pigments végétaux, minéraux, ni rien, c'est inconnu sur Terre. Je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, déjà, la conservation est inexplicable.
Et bon, je pourrais en parler pendant Parce que des heures. C'est de la fibre d'agave, je crois. Voilà, la fibre d'agave, bon, elle est conservée comme au premier jour. Les couleurs aussi, alors que elle est restée plus d'un siècle sans aucune protection vitrée, à la lueur des cierges, toutes les couleurs auraient dû s'effacer. C'est pas été le cas. Et lorsque les découvertes scientifiques ont permis de la passer au crible, on a découvert la chose extraordinaire, notamment dans ses yeux, les ophtalmologues et tous les ophtalmos, y compris les incroyants, parce que le recteur de la basilique de Guadalupe ne croyait pas du tout au miracle. C'est ça qui est très intéressant, c'est quand ce sont les sceptiques qui apportent les preuves indirectement, parce qu'il fait venir tous toute une batterie de scientifiques pour analyser. Voilà, mais les scientifiques les plus incroyants possibles, notamment les ophtalmos, parce qu'on a découvert dans les reflets, dans les yeux de cette toute petite fente de la paupière, eh bien, les reflets des témoins de l'apparition, tels que historiquement, c'est l'évêque de Mexico et les personnes comme ça. Refléter une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, selon les lois définies dans les années 50 par Purkinje Samson. Donc on voit les silhouettes et les visages des gens qui ont assisté à... Oui, et refléter sur les pupilles de la Vierge. Et la cornée, le cristal. Donc vraiment, on est traité par la NASA, qui a appliqué des systèmes de traitement des photosatellites aux yeux de cette fausse peinture, enfin de cette chose. Et après, en grossissant, on a vu, y compris même une silhouette qui ressemble à celle des représentations de peinture de l'époque de Juan Diego. Ce qui est étonnant, parce que c'est apparu sur sa tunique à lui. Donc, il n'est pas logique que dans les yeux de cette représentation sur sa tunique, il y ait son reflet. Ça voudrait dire que c'est une vierge invisible qui aurait regardé Juan Diego et les autres, et c'est dans ces yeux-là qu'il y aurait eu ces reflets qui se sont matérialisés là. On est dans un casse-tête incroyable, mais un casse-tête fourni par la science. Et puis ça s'arrête pas là. Les étoiles sur le manteau, qui semblent être une disposition décorative, les étoiles, l'astronome Hernandez Illescas a prouvé que c'était la représentation exacte des constellations dans le ciel de Mexico au jour et à l'heure de l'apparition en public. Avec les lois de l'anamorphose, tout ça, bon, sur un plan plat, mais les mêmes déformations, donc il a fait les calques, et on voit, il a publié ses livres avec les calques, et c'est imparable. Donc, et en plus, ce qui est peut-être le plus extraordinaire, si tant est qu'on puisse établir une hiérarchie, c'est que ce miracle, cette image miraculeuse, est totalement bilingue. C'est-à-dire que les historiens disent, c'est la tenue d'une jeune juive du 1er siècle. Elle est enceinte de 8 mois, disent les obstétriciens, les gynécologues qui examinent la position du corps et comment elle se tient et ce que permet de découvrir son vêtement. Mais les broderies sur ce vêtement sont un langage aztèque et veulent dire la même chose aux Indiens aztèques que ce qui est associé à l'image de Marie pour les chrétiens. Donc et les résultats, les conséquences vont être vertigineuses. C'est-à-dire que les Indiens, très maltraités par les colons espagnols, étaient au bord d'une révolte qui aurait fini dans un bain de sang. Sauf que là, comme la Vierge, semble-t-il, avait demandé à un Indien aztèque d'être son intercesseur auprès de son clergé catholique, le pape Paul III, quelques années plus tard, dans une bulle, décrète que les Indiens du Mexique ont une âme. Sympa pour les autres, mais en tout cas, en l'occurrence, bon, première étape, dirons-nous. Donc, on peut plus les tuer, faut les respecter, voilà. Donc, ça a des conséquences humanitaires sur le moment énormes. Et puis, donc ça a sans doute évité une révolte, un bain de sang. Et puis, il y a eu tous ces renseignements, toutes ces informations destinées aux scientifiques des siècles futurs. Et bon, vous découvrez tout le résumé que j'en fais encore dans le livre. Mais voilà, on est là en parlant d'intelligence naturelle au sens où qu'est-ce qui a fabriqué ça? Qu'est-ce qui a fabriqué ça, sinon une puissance
qui échappe à notre connaissance, une puissance divine, certains disent extraterrestre, après chacun fait comme il dit. Bon, on est incapable, la main de l'homme est incapable de faire évidemment ce genre de choses, mais c'est le témoignage qui est formidable, c'est la spiritualité, c'est l'information destinée aux scientifiques des siècles futurs qui associeront tous ces phénomènes-là à la personnalité de Marie. Voilà, c'est une autre manière, si vous voulez, ce type de miracle d'utiliser la science pour comprendre l'impossible et pas uniquement pour le combattre. Et quels sont justement peut-être les enseignements qu'on peut tirer de tous ces phénomènes donc liés à cette intelligence biologique, naturelle, originelle, comment ils peuvent nous inspirer justement alors qu'on est dans une période où le développement de l'intelligence artificielle bat son plein? Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir à la fois l'esprit critique et la capacité d'émerveillement. C'est en tout cas ma méthode et ma nature. Hein, je me force pas. Je suis à la fois très très rigoureux dans l'observation, l'étude, l'analyse, la vérification de ces faits incroyables, et dans le domaine de l'intelligence naturelle comme dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en même temps, j'adore être épaté. J'adore cet émerveillement qui justement est peut-être la seule manière de lutter contre le caractère anxiogène lié à l'IA, c'est-à-dire tout à coup ce pouvoir en dehors de toute analyse, émotion humaine, mais qui peut prendre le contrôle de tout, puisque l'IA est la première technologie capable de prendre ses décisions toute seule, comme le disent certains, voilà, il peut tout à coup décider pour telle ou telle raison que l'être humain met en danger la planète, donc il faut l'éliminer, et pour l'éliminer, c'est simple, on peut déclencher une bombe atomique, mais il y a encore plus simple pour protéger la planète, si c'est la notion à laquelle est arrivée l'IA, et on en a des exemples un petit peu inquiétants là-dessus, notamment le jour où elle pousse cet homme au suicide en lui disant « t'es une catastrophe pour la planète, jette-toi par la fenêtre ». Tous les systèmes informatiques gouvernent tout. Le contrôle aérien, les feux dans les villes, le chauffage, les circulations ferroviaires. Enfin, vous pouvez tout arrêter du jour au lendemain si vous êtes une IA. D'autant plus qu'elle a prouvé qu'elle pouvait s'auto-répliquer, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Donc il est temps non pas de nous préparer au pire, ou d'avoir peur, ou de mettre la tête dans le sable pour pas voir ça, mais de se rappeler qu'on a les moyens de lutter et demander et aller puiser dans notre réservoir naturel de capacités oubliées, regarder ce que sont capables de faire les plantes, les animaux, pour nous aider à retrouver ces capacités que fatalement nous possédons aussi. Et donc nous renforcer. En fait, l'IA, à quoi elle doit servir? À renforcer notre humanité, et non pas à l'acceptation de son obsolescence qui reste à prouver. Donc, alors que c'est l'IA qui devient très très vite obsolète. Je rappelle, les derniers modèles en font jusqu'à 70% d'erreurs, et ça on peut le constater tous les jours. Donc, il faut s'en servir comme un outil qui peut être très bien pour la recherche médicale, notamment la technologie, pour les jumeaux numériques, par exemple, qui permettent, avant une opération très grave ou une chimiothérapie, de travailler, de faire des expériences sur un robot de vous-même, de manière à ne pas vous tuer directement dans une intervention délicate, préparer les chirurgiens. Non, il y a des apports formidables, à condition que ce soit toujours sous la gouvernance et le regard critique de l'être humain. Sinon, c'est juste du grand n'importe quoi, et la fascination morbide et les comportements maso et collabo que génère trop souvent l'IA, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je voulais casser ce courant anxiogène, raconter autre chose, proposer d'autres solutions,
On dit aujourd'hui c'est circulé, il n'y a rien à voir à part l'IA qui nous fait des choses, des prouesses extraordinaires, mais qui va détruire les emplois et nous faire disparaître peut-être de la surface de la Terre. Mais bon, si c'est notre destin, on en arrive à cette situation d'acceptation d'une réalité totalement hypothétique contre laquelle j'avais envie que les gens réagissent. Je suis content parce qu'ils réagissent super bien. Le livre caracole dans les ventes et puis surtout, ce qui me fait plaisir, moi, c'est pas de conforter les gens qui pensent comme moi, c'est de troubler. Et je fais jamais de prosélytisme, je sais pas de convaincre les autres, simplement de leur donner à voir et de les inviter à réfléchir. Et là, j'ai des réactions de la part de gens incroyants, de matérialistes ou d'apôtres frénétiques de l'IA qui remettent en question nos a priori et ouvrent un peu leur champ de conscience. Alors ça me fait un grand plaisir parce que voilà, j'ai juste envie d'essayer de rendre le monde un peu plus respirable et que les gens aient encore des enthousiasmes comme j'en ai quand je découvre tout ce dont je vous parle et que j'ai envie de partager. Tout ça, c'est notre élan vital. C'est voilà. Merci beaucoup pour votre éclairage et ce livre passionnant, Didier Van Kovlarts. Merci à vous.